Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Emmanuel depuis. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, actualité oblige, est en relation aussi avec votre institut. On parle aussi de l'Europe et cette fameuse caisse de la relance de l'Europe. Comme vous le savez, Monsieur Emmanuel Macron et Madame Angela Merkel ont annoncé lundi dernier un plan de relance de 500 milliards d'euros afin de surmonter la crise engendrée par la pandémie de coronavirus. Dans un premier temps, vu l'état actuel économique et social, parfois politique, est-ce qu'il est temps de refaire l'Europe? Alors oui, c'est une question qui est beaucoup plus vaste que la décision attendue, parce qu'elle a tardé à venir, franco-allemande, donc de mettre en place plus de 500 milliards d'ailleurs, c'est 540 milliards d'euros pour un fonds de relance européen, mais la question de la pérennité du projet européen est interrogée non pas par rapport à ce que l'Europe peut finalement mettre sur la table en matière financière, donc en gros à travers la mutualisation des dettes et la mise en place d'un fonds de relance pour spécifiquement aider les pays et les régions qui ont été le plus touchés par la pandémie du Covid-19, mais bien évidemment, ce qui a été au cœur de la réflexion des 2 mois et quelques jours depuis le déclenchement de cette pandémie, enfin depuis l'arrivée de cette pandémie sur le continent européen, c'est bien évidemment la viabilité d'un projet européen dont on a vu les failles et les carences. Manque de solidarité, retard dans la réponse collégiale au niveau de la Commission. Il a fallu attendre le Conseil européen du 23 avril pour qu'enfin la Commission se réempare du pilotage de la lutte contre la pandémie, en mettant évidemment en avant un certain nombre de moyens, 200 milliards d'euros déjà à l'époque, et en prévoyant à l'horizon 2021-2027 un budget dont le but sera évidemment double. Premièrement, trouver un vaccin et donc mettre suffisamment d'argent pour mener la guerre, entre guillemets, ou en tout cas la lutte de vitesse ou la course de vitesse pour que l'Europe se dote d'un vaccin. On a bien vu que la concurrence est rude avec les Chinois et les Américains de ce point de vue, et puis surtout le principe de la solidarité financière. Donc oui, la question du projet européen dans son existence même, alors qu'on a fêté le 9 mai dernier les 70 ans de la déclaration Schuman qui avait porté, si j'ose dire, sur les fonds baptismaux le projet européen, est interrogé. Et il est d'autant plus interrogé que beaucoup de pays ont eu le sentiment, je ne prendrai que l'exemple italien, où il y a désormais près de 60% de la population italienne qui remet en cause non pas l'existence de l'Italie dans l'Union européenne, mais qui, d'une certaine manière, a interrogé la manière dont l'Europe n'a pas suffisamment et pas suffisamment rapidement répondu à cette crise. Donc oui, cette question de la mutualisation des dettes est consubstantielle d'une vraie interrogation sur ce que l'Europe peut faire et ce qu'elle a envie de faire. Et j'ose même dire que vous avez raison de rappeler que cette question de mutualisation des dettes, ce qu'on appelle vulgairement ou prosaïquement les Corona Bonds, n'est pas nouveau. Déjà il y a 10 ans, la Grèce demandait précisément à l'aune de la crise financière qui l'avait touchée, elle, plus frontalement comme le Portugal que d'autres pays européens, que l'on efface et qu'on mutualise les dettes. Et ils le feront entre les pays du Nord et les pays du Sud. Je ne veux pas dire que les pays du Sud ont une moindre rigueur budgétaire, mais étaient déjà très prégnante. Donc cette question n'a fait que
a toujours été là, a toujours été malheureusement une épée de Damoclès autour de la cohésion du projet européen, et donc fragilise ce qui pourtant est consubstantiel du principe européen, c'est-à-dire la solidarité et la subsidiarité, quand évidemment un certain nombre de pays ne veulent pas partager avec les pays qui sont plus en difficulté un certain nombre d'outils, notamment en matière de stabilité et de croissance, on est évidemment en droit de s'interroger sur l'existence même et la viabilité de ce projet. Mais le souci qui se pose, M. Emmanuel Macron, lui-même s'est investi dans cette affaire d'une manière assez importante parce qu'il a bien saisi comme quoi il y a un risque d'éclatement de l'Union européenne. Et notamment, comme vous l'avez bien dit, côté italien, voire espagnol aussi, hein, qui souffre énormément par rapport à cette pandémie. Est-ce que peut-on considérer que les revendications d'un certain nombre qu'on les surnomme soit souverainistes ou populistes depuis un certain temps, ont eu raison suite à ce test de grandeur nature qui s'appelle le coronavirus? Alors, encore une fois, je suis pas certain qu'il faille attendre, ou qu'il ait fallu attendre plutôt le coronavirus pour que ce que vous dites soit révélé au grand jour. Les démocraties illibérales qui pourtant sont intégrées au sein de l'Union européenne, on prend l'exemple de la Hongrie, d'une certaine façon du Portugal ou de la République tchèque, ont toujours eu des visions pas forcément aussi convergentes qu'un certain nombre d'autres membres fondateurs de la communauté économique européenne, notamment, en l'occurrence, les 6, dont évidemment la France et entre autres l'Italie. Donc cette question est une question qui a toujours été pendante de la viabilité du projet européen. Je ne crois pas, par contre, que la crise du coronavirus ait amélioré quoi que ce soit. Au contraire, là où on a eu le sentiment, avec la mise en place de manière temporaire, un mois renouvelé, vraisemblablement jusqu'à septembre, de la fermeture des frontières extérieures de la zone Schengen, donc les 22 pays qui la composent, membres de l'Union européenne, et les 26, les 4 autres extérieurs périphériques à l'Union européenne, a pu donner le sentiment qu'on était dans une logique de solidarité et dans une logique de compréhension mutuelle des gestes barrières, littéralement, qu'il fallait mettre en place. D'accord. Maintenant, depuis, on a le sentiment qu'un certain nombre d'autres pays veulent profiter de cette fermeture exceptionnelle, comme je le rappelais, des frontières extérieures pour elles-mêmes fermer les frontières intérieures. Et donc, d'une certaine façon, remettre en cause le principe même de Schengen, qui est la liberté de circulation des biens et des personnes. Donc, je pense que l'Europe n'est pas le risque d'un éclatement de l'Europe n'est pas forcément là où vous l'indiquez, mais davantage, à mon avis, dans la manière dont l'Europe va sans doute être beaucoup moins attractive pour un certain nombre de pays qui souhaitaient en faire partie. On sait qu'au milieu de la crise, le président Emmanuel Macron a révisé son jugement sur le processus d'élargissement. Il était contre l'intégration de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. Il y a de cela 3 semaines, il a dit que peut-être que le temps était venu d'augmenter ou d'ouvrir la porte, alors que ces pays frappent littéralement à la porte de l'Union européenne déjà depuis une vingtaine d'années. Donc je pense que le risque n'est pas forcément d'un éclatement de l'Europe, par contre d'une sorte de fragmentation dans les différentes zones qui en composent sa légitimité politique. Je pense qu'il y a de moins en moins de solidarité au sein de la zone euro, parmi les 19 pays qui partagent une monnaie commune. Il se peut qu'un certain nombre de pays ne veulent pas quitter l'Union européenne, mais se posent des questions. C'est le cas de la Finlande, elle se posait déjà ces questions en 2012, par rapport au recours à l'euro. Il est possible que les Italiens, à défaut de vouloir sortir de l'Union européenne, se poseront la question du maintien dans la zone euro. Non pas qu'ils en tireraient un avantage, au contraire, ils seraient fortement défavorisés. D'ailleurs, il faut rappeler que sur les 200 milliards d'euros que la Commission européenne a finalement décidé de mobiliser dans le cadre de son plan de relance, 37 milliards sont destinés à l'Italie et notamment les régions septentrionales de l'Italie qui ont le plus souffert. Donc je ne crois pas qu'il faille pas parler d'un risque d'éclatement de l'Union européenne, mais de plus en plus des fronts renversés dans lesquels vous allez avoir des zones géographiques dans lesquelles la mutualisation
des dettes, d'une certaine façon, fait partie d'une sorte de convergence. C'est le cas du Portugal, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de la Grèce et de la France. Et puis d'autres pays qui y sont beaucoup moins favorables. D'une phrase, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont appelé à la mise en place de ce fonds de relance à l'horizon, donc à l'aune des 540 milliards. Il y a de cela quelques heures, hier, plusieurs pays ont dit qu'il n'en était absolument pas question. Et ces pays sont ceux qui, traditionnellement, depuis une dizaine d'années, se refusent à l'effacement de la dette européenne, ce qui peut aussi être une question à se poser. Et les pays en question, les plus récalcitrants, sont ceux dont la rigueur budgétaire est beaucoup moins fragilisée par les déficits et le poids de la dette. Justement, vous avez bien fait d'évoquer cette situation entre deux fronts par rapport à ce mécanisme de mutualisation de la dette européenne, parce qu'il y a beaucoup d'autres qui se posaient la question pourquoi pas d'opter pour le programme d'achat d'actifs publics. Oui, alors c'est deux options différentes. C'est d'ailleurs la solution qui a été prônée par la Banque centrale américaine, la Fed, qui a elle-même injecté près de 700 milliards de liquidités, dont le but justement de favoriser une sorte d'effet boomerang, d'effet bazooka, comme on dit, pour effectivement essayer de relancer, notamment à travers cette injection donc des 700 milliards que j'évoquais, 700 milliards qui, en fait, précisément, c'est 500 milliards de dollars, accompagnés de 200 milliards de titres hypothécaires. Donc, c'est ce qu'a proposé donc la Banque centrale américaine, donc à travers le rachat massif des bons du Trésor. Donc, ça revient au même, c'est-à-dire l'injection de milliards d'euros de liquidités, dont le but est de promouvoir le financement bancaire en direction notamment des entreprises qui ont le plus ouvert, les PME. C'est un choix que l'Union européenne n'a pas voulu faire, tout simplement, parce que les solutions de la sortie de la crise sont, comme le projet européen nous y incite depuis maintenant 73 ans, à la fois 63 ans, pardon, à la fois un projet collectif, communautaire, mais également s'appuyant sur des économies qui doivent se renforcer au niveau national. Donc il y a toujours cette bicéphalité entre le communautaire et l'intergouvernemental qui reste l'élément de la singularité européenne. Et je crois que ça, c'est très important. Cette crise a montré, pour certains, qu'il fallait communautariser. C'est pour ça que le dernier Conseil européen du 23 avril leur a donné raison. Les États européens, les 27, constatant un dissensus, ont confié à la Commission le souhait d'élaborer un fonds de relance et donc un budget offensif, concrétisé par l'avancée franco-allemande, mais comme je le disais, minoré par l'opposition, non pas des 25, mais de quelques États, notamment des pays scandinaves et des Pays-Bas. Et puis, bien évidemment, un autre angle ou une autre légitimité, c'est le fait que les économies nationales doivent aussi se repenser dans cette crise, et je crois que c'est très très important d'avoir à l'esprit que l'Europe ne peut exister que s'il y a des États européens forts. S'il y a des États européens faibles ou affaiblis, l'Union européenne ne peut pas reprendre la main totalement. Avec une question lancinante qui, je crois, va utilement et positivement ressortir ou rejaillir des débats autour de la pandémie, qui est celui des politiques communes. Il se trouve qu'en 2007, quand il s'en est quand cette question a été mise au devant de la scène, les pays européens avaient refusé que la santé devienne une politique commune, comme la politique monétaire et la politique agricole. Je suis profondément convaincu que, à l'occasion des prochaines révisions constitutionnelles, à l'occasion d'un prochain traité peut-être, ou sans doute à l'occasion d'une révision nécessaire du traité de Lisbonne de 2009, l'article 3, qui précise quels sont les contours des politiques communautaires, devra, ou je le souhaite en tout cas, intégrer les politiques sanitaires pour se prévenir contre les futures crises à venir, ou tout simplement pour tenir compte des
vagues successives qui vont donc advenir à l'occasion donc de la deuxième vague, notamment la récession économique liée à la pandémie. Comme vous le savez, on parle d'une dette européenne. Qui dit dette dit remboursement. Mais par contre, avant de parler de remboursement, cette semaine d'argent, comment il va être distribué dans un premier temps? Alors, pour préciser les choses, il ne s'agit pas forcément d'une dette remboursable. C'est tout le paradoxe. C'est que et c'est en soi que la somme des 540 milliards d'euros mis sur la table est tout à fait exemplaire. Il s'agit d'une capacité européenne à investir pour tenir compte. Donc il s'agit plus de subventions, en gros. C'est une dotation, oui. Que de dotation, voilà. C'est dotation et subvention que d'une dette remboursable. En tout cas, une dette remboursable et pas dans un impact immédiat. Tout simplement parce que la dette ne peut pas être remboursée, étant donné que tous les pays européens font face à la même crise. Et la pandémie qui a pu épargner plus certains pays que d'autres par rapport au nombre de victimes. On a toujours tendance à comparer le nombre de victimes en France, plus de 25 000, le nombre de victimes en Allemagne, moins de 10 000. Mais bon, c'est quand même une réalité. Mais non, mais je crois qu'il faut quand même rappeler qu'on va rentrer dans une période particulièrement compliquée pour l'Union européenne et que la question du remboursement de la dette n'est absolument pas à l'ordre du jour. L'Union européenne risque de perdre près de 7% de son PIB, c'est le FMI qui le précise comme tel, avec une contraction de moins 13 à moins 33% des exportations de l'Union européenne, avec une perte de croissance en l'occurrence pour le premier semestre 2020 qui pourrait avoisiner les 2 à 2,5%. C'est Thierry Breton, le commissaire français au marché intérieur, qui le précise, avec là aussi des chiffres qui font entre guillemets froid dans le dos, avec des taux de chômage qui devraient dépasser les 7, 8, voire 10% de la population active. Le taux de chômage en France va être révisé à la hausse, en l'occurrence plus 7%. Il y a déjà plus, on estime que le nombre de chômeurs sera augmenté de 8 millions de travailleurs, enfin d'ex-travailleurs, et puis bien évidemment une chute du RIB, donc du revenu intérieur brut des 19 pays de la zone euro. En l'occurrence, la Deutsche Bank estime qu'à l'occasion du deuxième semestre 2020, cette baisse pourrait avoisiner les 25% de contraction. Donc on voit que la situation est dramatiquement préoccupante. Donc c'est pour ça que l'on parle de dotation, dont le but est, et c'est encore une fois, il faut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, tout simplement de tenir compte non seulement des effets de la pandémie, mais de préparer l'Europe aux effets structurels auxquels elle devra faire face. Le président Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse, a expliqué que cette somme ne servirait pas seulement à étayer ou à compenser les effets ou l'impact de cette récession que j'évoquais avec les chiffres que j'ai mentionnés précédemment, mais surtout préparer l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut trouver les moyens de financer le Green Deal, c'est-à-dire le pacte environnemental européen. Il faut penser aux moyens d'investissement dans la base industrielle technologique européenne, d'autant plus que nous avons pris conscience pendant cette crise que l'ultra-dépendance dont nous sommes victimes vis-à-vis de la Chine, 60% de nos matériels médicaux, 60% de nos médicaments sont produits en dehors de l'Union européenne et singulièrement en Chine, avec une nécessité de repenser la relocalisation dans l'espace européen ou au voisinage immédiat de l'espace européen, pourtour méditerranéen, zone pourtour de la mer Noire, Caucase, et pourquoi pas en étendant un petit peu plus à les centrales, sont des thématiques qui sont tout à fait prégnantes de la manière dont le plan de relance ou le fonds de solidarité ne doit pas juste être un fonds de solidarité ciblé sur du court terme, mais doit s'inscrire dans le très long terme. Et c'est en ça que c'est assez remarquable que cette conférence de presse ait pu aboutir, mais c'est également en ça qu'on peut voir le verre à moitié vide, où il y a peut-être une incompréhension du geste qui a été proposé par l'Allemagne. L'Allemagne a parfaitement conscience que le temps joue pour elle. Dans quelques semaines, elle va présider l'Union européenne pour 6 mois. Et c'est sans doute les entreprises allemandes, beaucoup plus agiles, beaucoup moins fragilisées par la pandémie, qui vont, elles, pouvoir bénéficier de ce financement qui n'est pas seulement à destination des pays les plus touchés, mais qui va aussi toucher les entreprises
qui ont été touchés, et le fait que le capitalisme allemand et les PME et les entreprises, les patronats allemands est présent un petit peu partout où les effets de la crise ont été le plus fortement ressentis, notamment dans le sud de l'Europe, est aussi fondamentalement au bénéfice des pays les plus engagés économiquement, et c'est le cas de l'Allemagne qui, contrairement à la France, n'a pas un endettement qui dépasse les 100%, ou à l'Espagne 84%, ou pire à l'Italie 134% de son PIB. Sommes-nous en train de se diriger vers un gouvernement européen comme un premier pas par rapport à ce qui est en train de se dire à travers le monde, éventuellement un gouvernement mondial? Alors, cette idée d'un gouvernement mondial, il faut faire référence à ce qu'écrivait Jacques Attali, puisque Jacques Attali appelait à un gouvernement mondial dans un de ses ouvrages prophétiques, si j'ose dire, au titre très caractéristique, très expressif, Demain, qui gouvernera le monde? Donc c'est un livre qui est paru en 2012 déjà, où on parlait de la nécessité de se partager le processus décisionnel. Bon, au niveau mondial, c'est d'une certaine façon ce que l'on a pu constater durant les précédentes semaines, avec la volonté de pérenniser les rencontres du P5, c'est-à-dire les 5 membres du Conseil de sécurité qui se rencontreraient non seulement dans le cadre du Conseil de sécurité composé de 15 membres, donc eux étant des membres permanents, mais d'une certaine façon de gérer le monde, entre guillemets, dans une forme de G5 qui verrait le jour. On sait bien que cette idée a beaucoup de difficultés à se mettre en place, avec une volonté américaine qui ne veut pas donner l'impression qu'elle puisse travailler concomitamment ou en parfaite convergence et avec la Russie et avec la Chine, étant donné le contexte d'une nouvelle guerre froide qui se joue évidemment des États-Unis vis-à-vis de la Chine, peut-être même d'ailleurs dans une troisième bande que constitue la Russie. Donc je crois que cette notion d'un gouvernement mondial supranational et qui d'une certaine façon pourrait rejaillir sur l'Union européenne a fait long feu. Il est vrai que Emmanuel Macron, dans une interview à The Economist, appelait à ce qu'il y ait une sorte de conseil de sécurité, avec beaucoup de guillemets, de l'Union européenne, en gros, que l'on tienne compte du poids plus important, là aussi avec beaucoup de guillemets, que constituent les grandes économies européennes, ou en tout cas celles qui sont membres du G7, c'est les 3 qui sont membres du G7, les 4 avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et la France, mais je crois que cette idée est antinomique du projet européen, parce que ça donnerait l'impression que le principe de la communautarisation, donc littéralement la mise en commun, est moindre, ou en tout cas revêt une moindre importance que celui d'une forme d'intergouvernementalité au profit des grandes puissances européennes. Et donc je crois que ce projet qui pourrait donner l'impression que l'Europe existe, et qu'elle existerait encore plus si elle était présente au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou s'il y avait plus de pays européens au sein du G7 ou singulièrement du G20. D'ailleurs, le processus est antinomique. Les pays européens sortent du G7, alors que, paradoxalement, beaucoup de pays européens rentrent ou devraient rentrer au sein du G20. Donc il y a effectivement ce paradoxe. Donc je ne crois pas, tout à fait personnel, qu'on aille vers cette supranationalisation de la gestion du monde. Je crois au contraire que le nouveau multilatéralisme au niveau mondial, comme au niveau continental, donc au-delà de l'Union européenne, est au contraire dans un appel à l'élargissement. Il faut davantage s'appuyer sur le SCE parce que sa capacité et son rayon d'action, 57 États, est plus important que les 27 de l'Union européenne. Je pense que la contraction de l'Union européenne, minorée de la Grande-Bretagne et avec des velléités de divergence de point de vue au sein de l'Union européenne, va obliger l'Union européenne à se penser dans son voisinage, donc en élargissant. C'est pour ça que Emmanuel Macron a finalement acquiescé à l'idée de relancer le processus d'intégration vers l'Europe du Sud-Est. Mais d'une certaine manière, les profondes relations diplomatiques et économiques avec le bassin méditerranéen prouvent qu'au contraire, on n'est pas, encore une fois, dans une contraction, mais dans une inclusion de partenaires dont nous avons besoin pour nous positionner sur la scène internationale. La logique
d'une coopération à bon escient, gagnant-gagnant, comme on dit, entre le continent africain et le continent européen, et avec cette crise apparue comme Oui. une nécessité absolue. Il me reste une question, si vous le permettez, Emmanuel Dupuis, concernant la géopolitique. Jusqu'à maintenant, l'Union européenne a joué un rôle très important sur le poids politique, voire géopolitique, dans les conflits internationaux. Et notamment, guerre froide, qui on peut l'appeler maintenant, entre la Chine et aussi les États-Unis. L'Europe se trouvait au milieu. Est-ce que suite à cette pandémie, l'Europe perdra du terrain dans cette présence sur le plan géopolitique mondial? Écoutez, c'est précisément ce que vous venez de résumer, le paradoxe de la position de l'Union européenne. L'Union européenne est prise au piège de cette nouvelle conflictualité, cette nouvelle guerre froide qui est en train d'apparaître évidente entre les États-Unis et la Chine. Elle est accélérée. On aurait pensé qu'elle adviendrait, cette adversité ou cette parité stratégique, plutôt vers les années 2030-2032. Cette crise a été non seulement un révélateur, mais un accélérateur de cette nouvelle conflictualité. Donc le risque est grand, effectivement, que finalement l'Union européenne, c'est pas moi qui le dis, mais un de mes collègues universitaires qui a fait un article, sorte de l'histoire, littéralement. Et que l'Union européenne, finalement, n'ayant pas une vision autonome, n'ayant pas pris en compte l'importance de la notion de puissance, ou tout simplement ne pratiquant pas le réalisme en matière de relations internationales, se retrouve, à défaut de se réformer, encore une fois, pris au piège ou dans une chose trappe et dans une zone tampon où, ne voulant pas choisir entre la Chine et les États-Unis, ne pouvons pas choisir. Pour des raisons historiques et des raisons idéologiques également, entre la Chine et les États-Unis, se retrouvent finalement dans une zone d'affrontement dans lequel la Chine et les États-Unis joueraient, au sens propre du terme, au sens littéral du terme, entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, trois options, ou prendre en compte trois dynamiques. Réformer le marché intérieur, c'est ce que, me semble-t-il, les 540 milliards d'euros devraient contribuer à réaliser. Être très ferme sur le maintien des frontières extérieures. Je pense que l'on va de plus en plus se barricader à l'intérieur de la zone euro. Ça ne veut pas dire, et ça ne veut pas justifier, la fermeture des frontières intérieures. Par contre, être beaucoup plus vigilant sur la protection de nos frontières, à la fois terrestres et maritimes, avec les moyens que l'on doit se donner pour cela. L'agence Frontex, avec un budget ridiculeusement bas, qui ne dépasse pas les 300, enfin l'agence agence Frontex, maintenant agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières, qui a un budget ridiculeusement bas de 300 millions d'euros, et évidemment sous-calibré pour cela. Mais c'est le deuxième point. Et puis évidemment, le troisième point, c'est de être très clair par rapport à notre partenariat historique avec les États-Unis, mais qui ne peut pas être un partenariat, si j'ose dire, qui s'inscrit dans un jeu de dupes, où l'on serait finalement victime de la manière dont les États-Unis ne sont pas aussi solidaires qu'ils l'ont été durant les 75 dernières années. Et donc, cette logique, ou cette confrontation, ou cette réalité, nous oblige aussi à regarder avec notre voisinage historique et géographique. Et là-dessus, on a les voisins que l'on mérite, si j'ose dire. Quand le président Emmanuel Macron et le président russe appellent à une nouvelle architecture de confiance et de sécurité, c'est pas une remise en cause de l'amitié transatlantique, mais c'est tenir compte du fait que dans le cadre de la geste gaullienne, c'est-à-dire celle que nous célébrons avec le 50e anniversaire de son décès et le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin, que l'on doit se réapproprier cette notion d'équidistance stratégique. Nous ne tournons pas le dos aux États-Unis, mais nous parlons avec la Russie, car la Russie est partie intégrante de l'Europe élargie ou du continent européen. Donc, de ce point de vue, il me semble que l'Europe doit faire un choix, qui est un choix qui ne tourne le dos à personne, qui accepte de parler avec l'ensemble des belligérants dans une forme de non-alignement. Je crois qu'on va beaucoup entendre parler de ce mot dans les prochains mois, de cette logique où entre deux puissances qui ont décidé non pas de se faire la guerre, mais de se préparer à une confrontation économique pour l'instant, militaire peut-être demain, et on le voit de plus en plus diplomatique, l'Europe devra se positionner. Sinon,
elle sera, entre guillemets, prise au piège, d'être soit sortie de l'histoire, ou tout simplement d'être le théâtre d'opération de cette conflictualité. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le dit très bien, finalement, en se disant que le monde d'après ressemblera beaucoup au monde d'avant, mais en pire, c'est-à-dire avec des fractures qui sont de plus en plus évidentes, avec une conflictualité qui est de plus en plus imminente et avec une logique qui va vers un affrontement et sans doute pas vers un retour à la normalité, une sorte de régulation. Et de ce point de vue, le système actuel de la mondialisation au niveau économique ou du multilatéralisme au niveau diplomatique est à repenser profondément. Vous croyez, Emmanuel Dupuy, que cette nouvelle situation que vous venez d'évoquer et ce qu'elle a évoqué M. Le Drian, c'est tout simplement le résultat de ce coronavirus, ou bien c'est un cumul depuis plusieurs années des erreurs cumulées, voire de visions stratégiques, voire d'élites compétentes qui ont amené cette défaillance de l'Europe face à cette coronavirus? Écoutez, Jacques Le Drian, dans son article qui est paru il y a quelques jours, enfin quelques semaines maintenant, dans un grand quotidien du soir français, évoquait le fait que la pandémie peut sembler être la continuation par d'autres moyens de la lutte entre puissances. Il jouait sur la fameuse phrase de Clausewitz qui disait que la diplomatie est la continuation par d'autres moyens de la guerre. Et donc je crois que c'est profondément et c'est une évidence. Et de ce point de vue, le secrétaire général Antonio Guterres ne dit pas autre chose quand il dit que avant le coronavirus, les 5 fractures sur lesquelles la communauté internationale devait agir étaient d'une importance capitale. Il a parfaitement raison de dire que la crise du coronavirus les rend ou devrait être l'objet de toutes les attentions de l'ensemble des pays qui composent la communauté internationale, la fracture humaine, avec là aussi des populations qui sont de plus en plus obligées, pour des raisons politiques ou à cause de conflits, ou tout simplement pour des raisons, encore une fois, économiques, de quitter leur foyer. Cette fracture humaine s'est accentuée avec le coronavirus, cette fracture humaine que l'on pourrait associer aussi à une fracture sociale ou une fracture sociétale dans laquelle, à l'intérieur des États, de plus en plus de catégories s'offusquent de l'exclusion dont ils sont victimes, une fracture numérique. Là aussi, c'est important d'avoir cela à l'esprit. Cette crise du coronavirus a montré aussi un autre élément, la dématérialisation de l'économie, ce qu'on appelle maintenant l'ubérisation de la société, c'est-à-dire le recours à l'innovation de rupture, le poids de plus en plus fort des entreprises du numérique, les 4000 milliards de dollars que constituent les 4 GAFAM, Google, Apple, Facebook ou Microsoft, auxquels d'ailleurs on pourrait rajouter avec 1000 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires, leur équivalent chinois, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, bref, cette externalisation, dématérialisation des entreprises est aussi consubstantielle d'un tsunami technologique dont il faudra évidemment tenir compte. Et puis les 3 autres fractures, on pourrait y revenir très très vite, la fracture écologique ne s'est pas résorbée avec cette crise du coronavirus. Au contraire, je pense qu'elle incite à faire la jonction entre la protection de la biodiversité d'une part et l'adaptation climatique, le lien entre faune, flore et donc évidemment et donc l'humain, et la fracture économique, mais ça on l'a largement évoqué précédemment, et puis la fracture géopolitique, comme vous le disiez, avec de plus en plus de contradictions intrinsèques au système international. Tous ceux qui avaient défendu le multilatéralisme onusien comme une façon d'équilibrer le monde, notamment les États-Unis, sont en train de saper les fondements même de ce multilatéralisme en le dépeçant financièrement. On a tous en tête les 400 millions d'euros que les États-Unis ne veulent plus payer à l'OMS. On pourrait d'ailleurs rappeler que les États-Unis avaient quitté l'UNESCO en 2017 et qu'ils avaient suspendu leur contribution financière à la mission des Nations Unies en Palestine
le NRWA, où tout simplement ils avaient réduit de 28 à 25% leur contribution aux opérations de maintien de la paix onusien. Et donc ce paradoxe veut que, alors que les États-Unis sont en train de dépecer de l'extérieur le multilatéralisme, les Chinois, dont on aurait pu penser qu'ils voulaient remettre en cause ce système, sont en train de le renforcer. Et donc par leur présence au sein des institutions qu'ils dirigent désormais, c'est le cas de la FAO, la précédente directrice de l'OMS était chinoise. On pourrait aussi rappeler le fait que le directeur adjoint du FMI est également un économiste chinois. Bref, la Chine joue paradoxalement ce multilatéralisme. Donc, ce qui me fait dire que cette fracture géopolitique va se jouer avant tout au niveau des institutions onusiennes. On voit bien que c'est en train de se jouer une guerre diplomatique. Les États-Unis ont donné un ultimatum, au directeur général de l'OMS de prouver le fait, je cite, qu'il n'était pas ou qu'il n'a pas été sous influence chinoise. Donc on voit bien que le système international pèse beaucoup sur les frêles épaules des agences onusiennes, et je ne suis pas sûr que Tedros Adhanom Ghebreyesus soit en capacité à lui tout seul de sauver ce multilatéralisme, si tant est qu'il faille justifier parfaite indépendance vis-à-vis de la Chine. Parfait. Monsieur Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, merci infiniment de cet éclairage. Merci. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, comme toujours, c'est toujours un plaisir. Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible.